Merci d'abord de mettre en lumière cette entreprise que je dirige maintenant depuis exactement 25 ans, qui est une très belle entreprise nigérienne et qui n'était pas au bord du gouffre il y a 25 ans, elle était complètement dans le gouffre, Il n'y a puisqu'elle pas avait de déposé son à son ce que bilan. vous Elle présentez. travaille, elle fabrique des emballages en carton, donc elle est immédiatement connectée à tout le Oui, secteur merci. On est en train industriel de le qui, lui, signaler. s'est, Le vous son va avez être parfaitement établi raison, très rapidement. Merci délocalisé, beaucoup. déstructuré pendant ces 25 dernières années. Moi, j'ai vu s'appauvrir le tissu industriel régional, national, et ça a été extrêmement difficile pour nous d'adapter l'entreprise. En même temps, on a réussi à le faire pour une raison assez simple, c'est-à-dire que nous avons considéré que l'environnement réglementaire qui s'imposait aux entreprises du fait même de la mise en œuvre de tout ce qui est instance européenne et régulation européenne au plan environnemental, plutôt que de le considérer comme une opposition, en opposition au secteur industriel, en faire un atout. Dès l'origine, dès que je suis arrivée, je me suis engagée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE sur les 4 piliers environnemental, social, sociétal. Donc, cet engagement qui structure complètement l'architecture, la colonne vertébrale de l'entreprise, dès l'origine de mon mandat, a permis d'abord aux équipes de retrouver un sens dans le travail qu'ils faisaient. Vous savez qu'une entreprise qui dépose le bilan, c'est une entreprise qui se trouve en fracture. Donc ça a été le premier challenge. La deuxième chose, c'est qu'on a reconstruit, après avoir fermé 2 usines, on a reconstruit une usine et on a piloté ce projet d'usine idéale qui venait matcher la certification ISO 14001 que nous avions obtenue en 2000. Très curieusement, l'univers réglementaire dans lequel et que beaucoup d'entrepreneurs industriels considèrent comme étant une contrainte, nous en avons fait une force et par cette force, nous avons retrouvé la confiance de nos clients, on a retrouvé notre capacité à transmettre nos métiers et on a réussi à redévelopper une activité économique qui est aujourd'hui tout à fait profitable et qui permet aux 130 salariés de l'entreprise de construire leur maison, leur famille. En 2004, on a construit cette usine magnifique derrière nous qui a fait suite à des recherches qu'on a faites pas mal aux États-Unis et en Europe en termes de construction de bâtiments en haute qualité environnementale. En tout cas, c'était notre souhait, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et par l'architecture, on s'inscrivait inévitablement dans ce qui était déjà très populaire à l'époque, en tout cas aux USA, dans le numérique. On a développé un système dès 2006 qui est comme un gros Twitter qui a apporté beaucoup de plus à la communication, à la transmission des ordres de production, au suivi qualité à l'intérieur de l'entreprise. Il y a 2 ans maintenant, nous avons rejoint l'Alliance Industrie du Futur qui réunit au sein de son organisation 70 pôles industriels, sites industriels français parmi les plus grands qui sont capables d'intégrer du plus en termes de numérique, en tout cas de modifier leurs organisations, de les rendre plus agiles, plus efficientes. Construire son projet industriel autour de valeurs ou avec des valeurs ou par des valeurs et incarner ce projet industriel. En tout cas, en ce qui nous concerne, depuis 25 ans, nous, on travaille sur la transmission des savoirs, sur la maîtrise de notre impact environnemental. On a réalisé déjà 13 bilans carbone. On vient de publier notre 6e rapport RSE et nous n'avons vraiment, alors que nous sommes situés au bord d'une autoroute, soit, mais entre Angers et Le Mans, et en tout cas à la campagne, en tout cas, nous n'avons pas de problème en termes d'attractivité. Je pense que les jeunes générations qualifiées, voire même très qualifiées, sont elles aussi en quête de sens. En ce qui me concerne, en tant que femme et maman à l'époque où j'ai pris ce mandat dans l'entreprise, j'avais le besoin vital de donner du sens à ma carrière professionnelle. Je fais partie de cette génération de femmes où on s'est beaucoup impliqué professionnellement pour acquérir une certaine autonomie, une certaine indépendance.
les femmes des années 80, vous en avez entendu parler, en tout cas, c'est toute cette génération de femmes, mais je n'avais pas envie uniquement de faire carrière, mais aussi de sauver cette entreprise, bien sûr, elle s'est trouvée sur mon chemin, mais surtout permettre aux femmes et aux hommes qui sont dans cette entreprise d'y développer leur savoir-faire, de grandir avec elles. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est ce qu'on continue à faire parce que c'est jamais gagné, c'est toujours un challenge. Donc, c'est ce que je continue à faire encore aujourd'hui. C'est assez exceptionnel hein, ce qui a été fait en France. Alors d'abord, moi, je salue le travail du gouvernement, de notre gouvernement, qui, et c'est le cas de l'Alliance Industrie du Futur aussi, qui remet en selle et qui a compris l'enjeu que pouvait représenter l'industrialisation des territoires, qui a été effectivement abandonnée, mais qui revient. Et j'ai été très, très heureuse qu'on parle de la French Fab, comme on parlait de la French Tech. Donc ça, c'est formidable. Et ce plan France Relance, en tout cas en ce qui concerne notre entreprise, nous avons été la première entreprise ligérienne à déposer un dossier pour réengager une phase d'investissement très importante pour l'entreprise. Nous réalisons annuellement 28 millions d'euros de chiffre d'affaires et l'enveloppe que nous avons validée avec France Relance et avec la Directe, et je salue aussi le travail très important qui a été fait par la Directe pour accompagner les entrepreneurs au moment de cette crise, est de 11,5 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 11,5 millions d'euros? Écoutez, on accélère la mutation de l'entreprise, les investissements, la robotisation, la cobotisation de l'entreprise. On augmente notre capacité de production de data. On vient de changer absolument tout notre parc de machines informatiques. Nous, dans notre usine, comme vous le comprenez, on est en conversation permanente avec les opérateurs. Donc, nos robots, on les accueille, on les baptise, ils portent des noms. Hein. Notre premier robot, il s'est appelé, et ce sont les opérateurs qui ont trouvé son nom, Isaac. Le deuxième robot qui est rentré au mois d'octobre cette année, il se prénomme Tetris. En fait, on leur parle, ce sont des outils. Nous sommes dans notre industrie de l'emballage très habitués aux machines. On a de très, très grosses machines et les opérateurs savent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont besoin de qualification pour accompagner ces machines à mieux produire sans défaut et sans pénibilité. C'est un facteur de lutte constant au sein de l'entreprise. C'est un des objectifs de réduire drastiquement la pénibilité. En réduisant la pénibilité, on autorise aussi la féminisation des postes de travail. Donc, mixer les équipes, et ça fait toujours beaucoup de bien de mixer les équipes à tous les niveaux. Merci de nous avoir rejoints pour cette séquence. L'exception industrielle de l'ouest de la France, un atout pour les relocalisations post-crise. Il n'y a pas de fatalité, rien n'est perdu. On vient de le voir avec ce témoignage de Sylvie Casdave-Perret qui dirige le groupe Posson Packaging. Et c'est vrai que les chiffres bretons incitent à l'optimisme quand on voit que il y a 28,8% d'emplois industriels dans la zone de Vitré, 25,6% dans la zone de Lamballe. Alors, quelles sont les clés de cette réussite et quels sont les défis à relever? C'est ce que nous allons essayer d'analyser avec Thierry Troèche, qui est président de la CCI des Côtes-d'Armor, Christian Couillot, qui est ancien directeur général du groupe Even, Loïc Hénave, qui est le président de l'association Produits en Bretagne, et Pierre Jacquet, économiste et membre du Cercle des économistes. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à Thierry Troèche. Vous avez 10 minutes. Hein, vous êtes dans un département qui a accueilli en 1960 le CNET, le Centre national d'études des télécommunications. Vous êtes dans un département aussi qui est très agroalimentaire. Donc, expliquez-nous un petit peu comment est-ce que l'Ouest, pourquoi est-ce que l'Ouest s'en sort mieux? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Je vais pas trop parler de l'Ouest parce que je me sens pas très pertinent sur le sujet, même si je sais que avec nos amis
des régions Normandie et Pays de Loire, la Bretagne représente un tout relativement dynamique. Je vais vous parler plutôt de ce que je connais peut-être un petit peu mieux, très modestement, c'est effectivement l'industrie en Bretagne. Alors d'abord, je vais bien évidemment partager avec vous quelques chiffres, alors je vous rassure, hein, très très peu, de manière à ce qu'on essaie de les conserver en tête. En fait, c'est simple, tout est à 5% en Bretagne. Hein, le territoire breton représente 5% du territoire national. La population bretonne, 3 300 000 habitants, bah c'est 5% là aussi, très exactement, de la population nationale. Et le PIB breton, il est un tout petit peu en dessous de 5% du PIB national, avec 100 milliards quand même d'euros par an. L'industrie dans tout cela représente un peu plus de 15%, 15,2% de ce même PIB breton, soit un point et demi de plus que la moyenne nationale, ce dont on peut se réjouir et fait vivre directement 180 000 emplois. Alors là aussi, c'est facile à retenir, c'est 180 000 emplois directs, c'est un tiers dans tout ce qui est agroalimentaire, un tiers au niveau de la métallurgie et de l'électronique, et puis le dernier tiers, ce sont les autres industries, la plasturgie, la chimie, le bois, carrières et matériaux, et d'autres industries encore. 3 tiers, 180 000 personnes. Le taux de chômage, période hors Covid, est un peu inférieur au taux national, là aussi de 1%, nous étions à peine 8% lorsqu'en 2019 nous étions à 9% sur la France. Et un petit clin d'œil qui m'a bien plu, c'est que j'ai découvert que lors du dernier trimestre 2020, donc ces 3 derniers mois, il y a eu des créations d'emplois, malgré tout, et près d'un emploi sur 2, 44% pour être précis, était créé dans l'industrie. Voilà, donc effectivement, il y a une certaine vigueur industrielle au niveau de notre territoire breton. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que compte tenu de la configuration de la nature péninsulaire donc de son territoire, rien n'est naturel en Bretagne. Tout se fait par la volonté des femmes et des hommes, alors dans d'autres régions aussi, mais c'est particulièrement vrai en Bretagne. Et le destin industriel de la Bretagne est finalement assez ancien. On a tous l'image d'une Bretagne très très agricole, mais en fait, et sans faire trop d'histoire, il faut savoir que cette culture va chercher ses racines dès le Moyen-Âge et sous la Renaissance avec la fabrication drapière de draps de grande qualité qui étaient exportés sur toute l'Europe et l'Afrique du Nord, notamment avec la façade maritime par le cabotage vers le nord de l'Europe ou le sud de l'Europe. La construction navale aussi s'est développée très tôt. Alors là, c'était au moment des guerres du Roi Soleil. Hein, Richelieu a créé les arsenaux de Brest notamment. Plus récemment, dans les années 60-70, vous l'avez rappelé avec le CNET, il y a eu une volonté politique sous impulsion donc des plans d'État d'implanter les télécoms en Bretagne et notamment dans le Trégor, mais pas simplement, pas que dans le Trégor. Et puis aussi la volonté de développer une industrie automobile, en particulier au niveau de la région de Rennes, à Bru. Ces deux activités ont été l'occasion d'une création véritable de 2 filières électronique et métallurgique qui a inondé finalement l'ensemble du territoire. Et puis l'agroalimentaire, bien évidemment. Il y a bien naturellement un prolongement naturel entre la production agricole massive, et notamment d'après-guerre, et la création d'industries alimentaires de transformation. Alors il me semble que la véritable question qui se pose aujourd'hui n'est pas tant celle de la réindustrialisation de la Bretagne, mais plutôt de son adaptation à de nouvelles activités porteuses d'avenir et sa transformation.
Alors l'agroalimentaire est en pleine révolution pour coller à des attentes des consommateurs qui, on le sait, évoluent qualitativement et en termes de traçabilité. Le déclin des télécoms, qui n'est pas récent d'ailleurs, hein, parce que ce déclin s'est amorcé, ou les reconfigurations incessantes des télécoms se sont amorcées dès les années 75 avec le passage de l'électrotechnique à l'électronique, puis ensuite la mondialisation, les mobilités. Donc ce sont de révolution en révolution avec baisse très très significative de la valeur ajoutée auxquelles nos territoires bretons et autres territoires français ont eu à répondre. Eh bien, ce déclin des télécoms a été l'occasion de rebondir sur des activités connexes autour de différentes technologies. Je pense bien sûr aux technologies de la fibre optique, je pense au dopage laser, à la photonique, et bien évidemment la cybersécurité et les nouveaux usages de la 5G. L'industrie automobile, de son côté, elle aussi se reconfigure, alors vers des mobilités nouvelles, mais ça sera dû également par des baisses d'emploi. Par contre, est en train de se développer toute une filière autour de l'aéronautique civile et militaire. Alors civile, en ce moment, c'est un peu malmené, mais tous les espoirs sont permis. Autour du spatial, autour des activités de défense qui sont donc en plein essor sur notre territoire. Quant à la construction navale, l'export nous offre de formidables opportunités. Aux côtés de poids lourds, je pense bien évidemment à Naval Group, je pense, un petit clin d'œil à Saint-Nazaire, hein, un peu la Bretagne historique encore, je pense au chantier de l'Atlantique, et puis toutes les activités liées à des usages océanographiques qui se sont développés ces 20 à 30 dernières années, et qui aujourd'hui offrent des possibilités vraiment véritablement high-tech, tant à des applications militaires qu'à nos amis pêcheurs. Alors, comme je le disais, là, il me semble que le véritable enjeu pour l'industrie bretonne, c'est de continuer à représenter un poids significatif et à croître et embellir sur notre territoire. Et donc, c'est le sujet de la transformation de nos modèles industriels qui, à mon sens, constitue le véritable propos d'aujourd'hui. Alors, ça a été dit lors du petit reportage de tout à l'heure, il convient déjà de se saisir des formidables opportunités que nous propose le plan de relance. 100 milliards d'euros, dont un tiers est directement fléché sur des activités industrielles. Alors, pour en faire quoi? Pour accélérer finalement une transformation qui est déjà en cours via les appels à projets individuels, appels à projets collectifs. Là, c'est un peu plus difficile à monter, mais il faut véritablement qu'on s'y attelle, de manière à améliorer la digitalisation de nos systèmes d'information et de management, l'automatisation de nos ateliers, l'optimisation de notre logistique, nos performances coût, qualité, délai. Alors ça, c'est un gros classique, mais qui reste toujours d'actualité. De développer en permanence nos compétences, ça a été dit. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais malgré la crise sanitaire que nous connaissons, la rentrée en apprentissage en Bretagne a été 15% supérieure en nombre d'apprentis accueillis à 2019, qui était déjà un très grand cru. Et là, les mesures d'accompagnement, les 8 000 euros notamment de primes à l'embauche d'apprentis ont bien évidemment boosté cette capacité des entreprises à accueillir donc des apprentis et à préparer l'avenir en termes de compétences et ne pas laisser nos jeunes sur le bas-côté. Bon, les sujets sur lesquels également il est important d'accélérer cette transformation, c'est bien évidemment tout ce qui est lié, M. Voyon, à notre empreinte environnementale. Là aussi, ça a été très très justement précisé tout à l'heure, et on voit à quel point l'environnement ne doit pas être perçu comme une contrainte, en dehors de tout aspect citoyen, mais également comme une opportunité pour nos entreprises industrielles de développer de nouveaux vecteurs de création de valeur. Notre présence à l'export, ça aussi c'est absolument essentiel, et puis notre capacité à répondre aux attentes sociétales de nos citoyens, au premier rang desquels notre propre personnel. Alors, parmi toujours ces enjeux, pour la Bretagne, un qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de veiller
à ce que nos centres de décision demeurent en Bretagne. Il y a bien sûr deux phénomènes en fait qui se conjuguent. Les transmissions massives qui sont liées à la classe d'âge de dirigeants donc, qui légitimement partent depuis quelques années et vont partir encore plus massivement à la retraite dans les années qui viennent. Et puis le deuxième phénomène, ou le deuxième risque plutôt, c'est la vulnérabilité que représentent certaines entreprises fragilisées notamment par la crise économique. Donc pour ces deux raisons, il est nécessaire là aussi que nos fédérations industrielles, nos chambres de commerce et l'ensemble de nos réseaux et nos amis politiques favorisent en fait la reprise d'entreprises par des territoriaux. La taille de l'entreprise est aussi un autre sujet de vigilance. Je ne vous entends pas là, vous n'avez pas remis votre micro, on ne vous l'a pas donné, mais je vois, M. Moyon, que vous voulez intervenir. Oui, on arrive au terme de votre intervention. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, écoutez, j'avais juste... 10 minutes, parce que voilà, on est tenu par le... Ok. Mais je vous laisse conclure quand même. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je voulais parler du tissu breton qui compte 13 000 entreprises industrielles de très nombreuses TPI et PMI à vocation rurale, donc des petites entités qui sont là aussi, et ça c'est le troisième de nos enjeux, qui doivent être en capacité, par des fusions, peu importe les formes juridiques, de se retrouver pour véritablement créer un tissu beaucoup plus solide, robuste, d'ETI, ce qui nous fait quand même fortement défaut en France en règle générale, et puis en particulier au niveau du territoire breton. Voilà, donc j'avais d'autres choses que je voulais partager avec vous, j'aurai peut-être l'occasion de le faire pendant le débat, notamment toutes les solidarités que nous sommes capables de déployer entre les acteurs économiques, institutionnels et politiques, et qui sont, à mon sens, vraiment le facteur qui favorise en fait le dynamisme industriel sur notre territoire. Merci Thierry Troesch. Je vais passer la parole maintenant à Christian Couillot. Vous êtes ancien directeur général du groupe Even. C'est 6220 salariés, 1260 agriculteurs rassemblés autour du projet Permettre à chacun de bien se nourrir. Alors le sujet donc a été déjà un peu défriché par Thierry Troesch. Quels sont les atouts aujourd'hui de l'Ouest justement sur cette question industrielle et quels sont les défis à relever? Vous avez 6 minutes. Ok, bonjour. Les atouts, d'abord, il faut partir d'un constat. Après, mon propos sera un peu plus qualitatif, mais partons d'un chiffre. C'est vrai que nous avons là, quand on regarde les dernières données de l'INSEE du dernier trimestre, nous sommes la région qui a le plus faible taux de chômage en France, puisque nous avons 7,5% de chômeurs. Et avant le Covid, nous étions à égalité aussi pratiquement avec d'autres régions pour avoir ce meilleur taux de chômage en France. D'ailleurs, c'est intéressant avec la région Pays de la Loire. Qu'est-ce qui fait que nous avons réussi sur cette trajectoire? Bien sûr, il y a le soubassement industriel de la région, il y a aussi une économie résidentielle forte. Et pourquoi est-ce qu'il y a le soubassement industriel de la région? C'est parce que je pense que nous avons dans l'Ouest une formidable spécificité qui nous permet cette trajectoire. C'est que nous sommes dans notre mode de vie, dans notre mode d'entreprendre ensemble, nous sommes dans les tendances d'aujourd'hui, nous sommes dans les tendances du futur. C'est-à-dire que je dirais que par substrat culturel, la Bretagne est une région très particulière, très singulière, qui a un véritable récit sur son passé, qui a une présence collective forte, faite de l'engagement de chacun, et puis qui a une certaine vision de l'enjeu collectif pour le futur. Et donc, je disais, par substrat culturel, je pense que nous sommes ESG par nature. J'entendais tout à l'heure le commissaire européen Thierry Breton dire « travailler votre gouvernance ». Eh bien, pour ce qui nous concerne dans la gouvernance, quelles que soient les classes de la société, il y a une volonté de s'engager individuellement pour faire du collectif. Si je prends par exemple les citoyens, mais qui sont aussi les salariés et les travailleurs, regardez, nous sommes la région de France où le nombre d'associations par habitant dans les communes est le plus élevé. Quand je prends le monde de l'entreprise, qui est le débat d'aujourd'hui, eh bien, je pense que tout à l'heure, Loïc Hénaf en parlera avec Produits en Bretagne, il y a nombre d'associations collectives réunissant des partenaires normalement concurrents, mais qui se mettent ensemble pour essayer de mieux faire, de mieux préparer le futur, de manière à, comment dirais-je, nous ouvrir au monde et ramener la valeur sur notre territoire.
Je pourrais citer dans l'agroalimentaire Valorial, où il n'y a pas d'autre pôle de compétitivité, avec 400 adhérents, ETI et PME. Et puis même les équipes politiques, on voit, et c'est de la spécificité bretonne, dès qu'il y a de vrais projets structurants, dès qu'il y a des financements d'infrastructures à obtenir, les politiques ont l'intelligence de sortir de leur posture de court-termiste pour se mettre ensemble et favoriser l'arrivée de ces infrastructures. Donc je pense que c'est ce soubassement collectif, d'engagement individuel au service du collectif, qui fait que nous avons une gouvernance particulière dans la région. Sur le social, puisque mon thème c'est ESG, sur le social, on retrouve la même chose, c'est-à-dire la volonté de s'engager avec une vision du futur. Regardez l'éducation. L'éducation est un élément essentiel de la vie des familles bretonnes qui fait que nous sommes la région avec le plus fort taux de réussite au bac. Regardez, puisque aujourd'hui nous sommes en crise sanitaire, la conscience du besoin de collectivité sur le sanitaire et pour le déficit de la Sécu. Je m'éloigne un peu de l'industrie, mais c'est pour donner l'état d'esprit, parce que finalement l'industrialisation dépend de l'état d'esprit de deux ressources rares, bien sûr la localisation des capitaux, mais aussi de l'état d'esprit de ceux qui font la richesse tous les jours, c'est-à-dire les entrepreneurs et les salariés. Et donc je disais, sur le déficit de la Sécu, la région qui a le plus fort taux de conversion au niveau des ordonnances entre la molécule originelle des labos et les labos et une molécule générique, c'est la Bretagne. Voilà. Et puis regardez aussi l'écart salarial, c'est-à-dire que nous sommes une région où le quartile inférieur ou le décile supérieur et le décile inférieur sur les revenus ou sur les déclarations d'impôts est aussi une des régions où cela est le plus resserré. Il y a donc une cohérence sociale. Et enfin, sur l'environnement, eh bien, je crois que l'agroalimentaire et l'agriculture est la meilleure preuve de cette conscience environnementale qui était d'ailleurs évoquée tout à l'heure. Nous sommes la seule région européenne à être sortie des contentieux européens en matière d'eau. Nous baissons, la révolution au niveau des nitrates a été faite, on a une baisse de nitrates de 1,5 g par litre, et je le dis, non pas pour parler, alors que nous parlons d'agriculture, là, alors que le sujet c'est l'industrie, mais parce qu'en Bretagne, les deux sont très liés, voilà. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est un élément totem de la prise de conscience environnementale de la Bretagne, avec une prise de position extrêmement forte des chambres d'agriculture en ce début d'année, pour vraiment s'intégrer dans une transition agricole et agroalimentaire très forte par rapport aux besoins de demain. Donc, vous voyez, je pense que nous sommes dans le sens, on l'a dit, les salariés, les entrepreneurs, les citoyens ont besoin de sens. Nous sommes dans une région singulière qui a un véritable récit, qui génère une fierté. Dès qu'il y a un événement culturel, sportif dans le monde entier, on voit des drapeaux bretons. Cette fierté, ce récit commun nous permet d'avoir une captation du futur et nous permet d'accueillir en fait des capitaux nouveaux, d'accueillir des technologies nouvelles, d'être en veille par rapport à ça pour continuer à asseoir cette trajectoire et aujourd'hui avec ce plus faible taux de chômage en France. Et je pense que peut-être reviendrons-nous dessus après, mais nous sortirons encore plus fort de cette rude période après le rebond, au moment du rebond post-Covid, et nous avons des raisons d'être très optimistes. Merci Christian Couillot. Donc, on voit bien l'importance du récit commun, comme vous le soulignez, l'importance de l'état d'esprit. C'est pas uniquement l'industrie, c'est pas uniquement une question de ressources, c'est une question de projet, cette capacité à se projeter. Justement, on va en parler avec Loïc Hénaf. Vous êtes président de l'association Produits en Bretagne. C'est 420 entreprises engagées pour le développement économique et culturel de la Bretagne. C'est 110 000 salariés. Importance de la RSE aujourd'hui. Je vous donne la parole pour 6 minutes là encore. Merci. Eh bien, écoutez, je crois qu'on partage à peu près tous le même constat. C'est vrai que depuis 10 ans, les délocalisations que l'on a connues à l'échelle du pays se sont quasiment stoppées. Et on vit une sorte de plateau, mais les relocalisations démarrent à peine. Il y a de très beaux exemples, mais l'impact est encore faible. Alors dans le contexte actuel du Covid, du Brexit, qui est important pour la Bretagne, et la perspective de réchauffement climatique, Produits en Bretagne, donc vous le disiez, alors nous sommes presque 480 aujourd'hui, c'est une association d'entreprises et d'organisations extrêmement engagées pour notre territoire. Eh bien, Produits en Bretagne a décidé à l'automne de lancer une très vaste étude
sur les potentiels de relocalisation en Bretagne. Je pense qu'il était temps. Et cette étude et comme l'a signalé Christian Couillot, a pu être financée très très vite par divers acteurs, parce que quand il y a des sujets essentiels, tout le monde se rassemble, et Produits en Bretagne est un des vecteurs de ces rassemblements. Et donc cette étude a été financée par Produits en Bretagne, Arkea, la région Bretagne et le MEDEF. Alors cette étude a pour vocation à être une aide à la décision pour les décideurs. Nous avons analysé 582 secteurs économiques, ciblé plutôt 188, avec l'objectif d'évaluer le potentiel de relocalisation et aussi de localisation, c'est-à-dire d'installation en Bretagne, d'activités à potentiel pour le futur. Ce que je sais aujourd'hui, fort de cette étude, c'est que on n'y arrivera pas tout seul. Ce n'est que la force collective qui arrivera, alors qu'elle soit composée d'investisseurs ou de l'État, évidemment d'autres collectivités ou de l'Europe, je ne sais. Mais c'est par un maillage collectif que nous y arriverons. Le cocktail gagnant, il est simple. Il faudra que ce soit des activités performantes, des activités durables, des activités avec des gains de productivité, parce que ce sont les gains de productivité qui créent de la richesse par irrigation, et qui joueront les singularités de la Bretagne. En quelques mots, que dit cette étude, il y a un potentiel de 130 000 emplois durables à relocaliser ou localiser en Bretagne. Alors on a fait quoi? On a analysé tout ce qui rentre, tout ce qui sort, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que l'on pourrait fabriquer ici. Et je dis bien aussi avec cet angle industriel. Sachant que la Bretagne se suffit d'une certaine façon à elle-même, je parle de l'économie industrielle, à hauteur de 73%. C'est énorme. Nous allons chercher 11% en France, dans le reste de la France, et 15% dans les pays tiers. L'industrie, d'ailleurs, dans ce qu'on va chercher, ne représente que 46%. Et donc, un des enjeux, c'est d'aller s'organiser pour capter ces emplois. Alors, on a évidemment, et ça il faut le dire, envisagé les choses sous l'angle des emplois directs, mais aussi des emplois indirects et des emplois induits. Le coiffeur du village a du travail parce que la PME emploie des salariés. Et quand on pense à ça, il faut aussi se mettre en tête un concept très important qui est celui du concept des activités locomotives et des activités wagons. Il y a des activités qui sont plus à l'aise sur un territoire pour 1000 raisons et qui, elles, tirent tout un tas d'autres activités. Pour citer facilement, je pense à un hôpital. Un hôpital est par définition assez peu délocalisable, mais il est proportionnel, je ne fais pas de débat sur le sujet, à la population. Et donc, les emplois locomotifs, ce sont qui tirent. Et donc, dans les 100 et quelques mille emplois, je dis bien tout ça avec beaucoup de guillemets, parce que ça reste des approximations, mais ce sont même des masses très importantes. Il y a à peu près 60 000 emplois industriels que l'on peut relocaliser, 50 000 emplois que l'on peut probablement localiser, et il y a aussi à peu près 20 000 emplois dans le tourisme durable, parce qu'il y a un vrai potentiel. Alors, quels sont ces attelages? Eh bien, écoutez, ils sont tout simplement au nombre de 4. L'agri et l'agro, 18% du PIB breton. Le numérique et l'informatique, 15% du PIB breton. Le maritime, 12% du PIB. Et le tourisme. Voilà. Ces 4 attelages peuvent embarquer avec eux tout un tas d'autres activités. Alors plus précisément, je pense des secteurs qui sont porteurs, la construction, la réparation aéronautique. Il y a un potentiel pour la Bretagne, c'est-à-dire que nous en achetons à l'extérieur alors que nous en avons des besoins. Le traitement des déchets non dangereux, nous achetons ces services. Les filières emballage, nous achetons beaucoup d'emballages et nous en consommons plus que nous en produisons. Les plastiques, les nouveaux matériaux plastiques, les engins de levage et manutention, les équipementiers agroalimentaires, l'informatique et le numérique, voilà encore des secteurs que l'on peut relocaliser collectivement. Et les secteurs aussi que l'on peut localiser, c'est des énergies renouvelables. On est bien loin de la capacité à arriver à ces 32% d'énergie renouvelable que souhaite l'État. On est plutôt, aujourd'hui, les trajectoires nous mènent vers 18%. Donc, il y a des énergies renouvelables à localiser, des matériaux biosourcés, hybrides, l'aquaculture, évidemment, et la recherche et l'enseignement, qui sont des
des activités que l'on peut localiser en Bretagne. En plus, si elles peuvent nous aider à renforcer notre singularité, ça serait une chance. Donc la prochaine étape pour nous, Produits en Bretagne, c'est de très vite, dans les prochains jours, toutes prochaines semaines, continuer à affiner cette étude. Je la présenterai plus exhaustivement lors de notre assemblée à tous nos membres la semaine prochaine, et nous allons la rendre évidemment disponible à tous, toutes les organisations qui veulent bien s'en emparer, parce que ce qu'il nous faut maintenant, c'est une stratégie de relocalisation-localisation. Produits en Bretagne pourra aider évidemment et sera au combat avec les autres. Et puis voilà, parce que je me souviens, pour conclure, l'année dernière, je parlais comme tout le monde, de la relance, puis on est venu à parler de la relance, et voici que vient le temps de la relance. Bref, arrêtons de parler de relance, mettons-nous en marche, créons une stratégie de relocalisation. C'est ce que je souhaite, et en tout cas, Produits en Bretagne va s'y atteler. Merci Loïc et Naf, merci aussi d'avoir été extrêmement concret, avec 130 000 emplois localisés ou à relocaliser. On voit que c'est possible, là encore. Je vais passer la parole maintenant à Pierre Jacquet, qui est économiste, membre du Cercle des économistes. Localisation ou relocalisation, effectivement, il y a peut-être des précisions à apporter dans ce débat très politique. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là, et en effet je vais prendre la casquette de l'économiste. Je suis très impressionné par le développement économique et industriel de la région Ouest, mais je n'y vis pas et je n'ai rien à ajouter à tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs qui connaissent évidemment le domaine beaucoup mieux que moi. En revanche, ce qui me paraît important, c'est d'éviter les faux débats. Et il y a un risque de faux débat dès qu'on parle de relocalisation, de souveraineté. Et je voudrais insister sur le fait que le thème, et d'ailleurs tel qu'il ressort des interventions précédentes, n'est pas tellement celui de la relocalisation. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau européen, la France est un des pays qui globalement a moins délocalisé que pas mal d'autres pays, notamment des pays nordiques. Et on a en gros 4% des entreprises qui ont délocalisé des activités, en priorité d'ailleurs vers l'Union européenne. Donc c'est un mouvement de délocalisation très limité. Alors évidemment la perception peut en être différente parce que lorsqu'une entreprise délocalise des activités, le coût local peut être extrêmement important. Donc le raisonnement en moyenne, c'est vrai, ne rend pas compte des perceptions. Mais le fait est que le sujet n'est pas la délocalisation, c'est la localisation. C'est la localisation d'activités productives qui d'ailleurs peuvent être nouvelles. Et Monsieur Trush a parlé d'adaptation. Je crois que c'est une idée extraordinairement importante. Les secteurs dans lesquels on est bon à un moment donné peuvent évoluer et les activités elles-mêmes peuvent et doivent s'adapter. Et parler de relocalisation, c'est aussi risquer de figer les spécialisations dans un monde qui bouge à la fois politiquement et technologiquement de façon extrêmement rapide. Donc je crois que l'enjeu, c'est la localisation des activités productives. Alors on pourrait se dire lesquelles. Et il y a tout un débat en effet sur l'importance de l'industrie ou des services. Il y a cette espèce de paradoxe de la chaîne de valeur dans lequel la production, qui est en quelque sorte centrale entre l'amont et l'aval, la production est le segment qui a en général la plus faible valeur ajoutée. Mais en même temps, c'est la production qui tire le reste. Et sans production, on n'aurait besoin ni de l'amont ni de l'aval. Et donc je crois que il faut appréhender ce débat sur l'industrie versus les services en ayant en tête cette relation permanente entre l'activité de production concrète, manufacturière ou autre d'ailleurs, et puis tout le reste de la chaîne de valeur dans laquelle parfois réside la valeur ajoutée. Et donc c'est pas l'industrie contre le reste, c'est l'industrie avec le reste. Et la localisation de ces activités est extrêmement importante. Alors le deuxième point, c'est comment localiser. Et ça nous amène à ce lien avec le débat sur la souveraineté, avec l'impression, qui est je crois une grande illusion, que si on est capable de se protéger du reste du monde, on favorise la localisation. Je crois que c'est un contresens. Je crois que c'est l'inverse qui se produit. Et d'ailleurs, mes prédécesseurs ont insisté sur le rôle des exportations, mais il ne peut pas y avoir d'exportation si on n'accepte pas, d'ailleurs, la contrepartie comptable des exportations, qui sont les importations et qui sont l'ouverture au monde. Et je crois que sans cette ouverture au monde, on ne peut pas
penser, on ne peut pas construire une stratégie de localisation. Donc les enjeux restent ceux des territoires, qui d'ailleurs ne sont pas, un territoire n'est pas délocalisable. Et donc il faut travailler sur la qualité des territoires, et ça peut nous amener en effet à penser les politiques d'aménagement du territoire pour aider les acteurs territoriaux, qui sont les premiers acteurs, et ça a été très bien dit dans les présentations de mes prédécesseurs aussi, mais le reste du pays et l'État peut les aider à construire ces atouts territoriaux. Qu'est-ce qu'il y a dans les atouts territoriaux? C'est assez classique. Il y a évidemment le dynamisme, le capital humain, l'esprit d'entreprise, il y a les infrastructures, il y a la qualité, la stabilité réglementaire et fiscale. Tout ça, c'est finalement très connu, et je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'innovation à apporter à ces idées, mais le fait est que lorsqu'il y a un esprit collectif, lorsqu'il y a une cohérence sociale, eh bien ce sont des facteurs qui produisent des effets, et j'ai beaucoup apprécié aussi lorsque vous avez dit d'ailleurs vous-même, Monsieur Moyon, en entrée, qu'il n'y a pas de fatalité. L'avenir est quelque chose qui se construit collectivement, et il ne faut pas se tromper de débat. Alors je terminerai peut-être juste par un point sur la souveraineté. Si on conçoit la souveraineté comme étant la capacité de prendre et mettre en œuvre des décisions, ça me va parfaitement, et je crois que c'est important, et on a besoin de cet esprit collectif aussi. La souveraineté, c'est finalement l'expression de l'esprit collectif d'un pays. Mais il ne faut pas se tromper non plus d'essence du concept. C'est-à-dire que dans les dévoiements de l'idée de souveraineté économique dans les débats, on a l'impression qu'on met l'accent sur la localisation de la production. Et je voudrais dire que ce qui est important, c'est pas la production en tant que telle, c'est ce qu'elle permet de réaliser. Et ce qu'elle permet de réaliser, c'est le bien-être d'une population. Et donc, faut pas oublier cet aspect-là, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est le développement de ce bien-être. Et ça implique, comme ça a été d'ailleurs dit et suggéré dans les interventions précédentes, que l'on mette l'accent aujourd'hui sur l'idée de croissance verte, parce que la durabilité est un point très important, le climat, la biodiversité, bien entendu, et aussi croissance inclusive, c'est-à-dire réduire les inégalités. C'est dans ce sens-là que la souveraineté peut aussi avoir du sens. C'est pas seulement dans une vision étroite de localisation de la production. Voilà. Merci. Merci Pierre Jacquet. On le voit au fil des interventions, l'importance dans ce débat sur l'industrie, l'importance du territoire, l'importance du collectif, du capital humain. Alors, on a une vingtaine de minutes de débat. Je voudrais, Loïc Hénaf, vous avez souligné donc le potentiel de création, 130 000 emplois, et l'importance aussi des locomotives, l'agro, l'agri, le numérique, le maritime, le tourisme. Alors, justement, quand on prend par exemple la locomotive de l'agro-agri que vous connaissez bien, on voit bien que le terme d'industrialisation est devenu un peu un épouvantail, c'est-à-dire que quand on parle de l'agriculture sans laquelle rien ne peut se faire, il n'y a pas d'industrie agroalimentaire, le mot industrialisation est devenu, sans d'ailleurs qu'on sache très bien ce qu'il recouvre, il est devenu un peu un épouvantail. Donc, comment est-ce que sur un territoire comme celui de la Bretagne, on fait partager cet enjeu agricole et agroalimentaire? Merci. Alors, la première des choses, je pense qu'on a un problème avec le mot industrie, comme vous l'avez souligné. Et si j'en réfère à la façon dont le mot industry est utilisé en anglais, chez les Anglais ou les Américains, on parle plutôt d'une filière quand on parle d'industrie. Or, en France, quand on parle d'industrie, on pense pas à la filière, on pense à la petite usine, à la petite boîte avec la petite cheminée pleine de fumée. C'est assez malheureux. Il y a beaucoup de choses à faire pour corriger la chose, mais effectivement, j'ai plutôt tendance à parler de filière, d'activité de filière, et j'essaie d'éviter ce mot industrie, parce qu'en fait, on se comprend pas. Avant de vous parler d'agroalimentaire et d'agriculture, en fait, il faut d'abord aussi regarder qu'est-ce que la Bretagne. Excusez-moi, mon prisme est un peu rétréci, parce que c'est ce que je défends, et je pense nous avons ici en Bretagne une entité culturelle, j'ose le mot ethnique, puisque c'est selon la définition du Larousse, c'est le bon mot, culturelle, cohérente.
Et la Bretagne, à mon sens, n'est pas une subdivision administrative, mais plutôt un ensemble cohérent. Et donc j'y inclus dans évidemment la Loire-Atlantique. Ce que je veux dire, c'est d'abord, il faut regarder le socle. Le socle, je pense toujours, moi, géographie, climat. Et donc, à partir de ce premier socle, vous ajoutez une nouvelle couche qui sont les hommes et les femmes qui y vivent. Évidemment, la couche culturelle. Christian Couillot l'a aussi cité. Nous avons ici une terre bénie des dieux pour la polyculture élevage parce que nous recevons tous les jours des milliards de calories du Gulf Stream. Et donc, grâce à cela, nous pouvons faire pousser des pommes de terre primeurs dans les abers. Grâce à cela, nous avons tout ce qu'il faut pour cette polyculture élevage. Et c'est à partir de cela qu'a pu naître ce tissu agricole riche, varié, diversifié. Oui, il pourrait être encore plus varié. Oui, il pourrait être encore plus diversifié et il en prend le chemin. Et par effet de proximité, se sont créées des entreprises de transformation de ces produits agricoles, et je parle également bien sûr de la pêche. L'entreprise que je dirige à Poudre-Rosic est née conserve de légumes et de petits pois au bout du champ de mon arrière-grand-père qui était cultivateur. Donc c'est l'histoire de notre entreprise, c'est l'histoire de beaucoup d'entreprises et de toutes les coopératives qui sont devenues des gros poids lourds de l'agroalimentaire. Et donc, je passe du temps sur ce point parce que je pense qu'il ne faut pas renier ce sens. Ce sens du travail. Nous avons les conditions ultra favorables pour nourrir. Nous nourrissons en Bretagne 20 millions de Français. Et donc nous avons, grâce à ce que nous avons, ce que la Dame Nature nous donne, nous avons ce qu'il faut pour nourrir. Et faisons-le bien, faisons-le durablement, nourrissons bien, travaillons sur le bien manger. Et voilà un secteur locomotive qui va engendrer tout un tas de services, et jusqu'à l'électronique, jusqu'à l'informatique, jusqu'à la cybersécurité, jusqu'à tous les services. Et la Bretagne est riche d'une économie de services particulièrement performante. Et donc voilà une économie locomotive pour illustrer qui va tirer des wagons. Et donc j'insiste vraiment sur ce point. Nous avons des conditions favorables que les autres parfois n'ont pas. Dans le Bordelais, c'est autre chose. Dans le Jura, c'est autre chose. En Méditerranée, c'est autre chose. Sur le pourtour méditerranéen. Donc, utilisons nos atouts naturels. Faisons bien attention de ne pas les obérer pour l'avenir. Et donc, je suis un ardent défenseur de l'évaluation de l'impact des entreprises, de leur impact économique, social et environnemental. Je l'ai fait pour notre entreprise. J'ai fait calculer par Goodwill Management que nous coûtons à Dame Nature 1,2 million d'euros par an. J'abîme, je coûte de la nature pour 1,2 million par an. Et donc mon travail, c'est d'aller essayer par des progrès, de façon asymptotique, essayer d'aller réduire cela le plus proche de zéro possible. Donc avec une attitude, et faisons aussi de la Bretagne, et nous avons une opportunité, une terre d'entrepreneuriat performant, durable, où la productivité n'est pas un gros mot, parce que la productivité, c'est elle qui va permettre à la valeur ajoutée, au sens du PIB, d'irriguer le territoire, et puis en exerçant, en utilisant nos singularités. Donc moi, je crois à ce cocktail performant pour la Bretagne, et l'agroalimentaire et on aurait pu parler de tout un tas d'autres secteurs, et les autres secteurs que nous avons identifiés dans ce cadre de localisation-relocalisation, mais l'agroalimentaire, l'agriculture et la pêche ont une carte à jouer formidable. Merci Loïc Hénaf. Christian Couillot, je vais vous demander de réagir sur la question notamment de l'industrie agroalimentaire et de l'attractivité. Donc, comment est-ce qu'on parle d'usine 4.0 vous avez des producteurs agricoles, des salariés qui sont rassemblés autour de ce projet, donc bien nourrir les hommes. Comment est-ce qu'on attire des compétences, des qualifications, et comment est-ce qu'on s'appuie sur le numérique pour transformer aussi votre modèle industriel et avoir demain des emplois qualifiés? C'est vrai qu'on est dans une situation de transition alimentaire où, comment dirais-je, la demande de société est d'augmenter le niveau dans les cahiers des charges, d'augmenter le niveau qualitatif et de premieriser, si je puis dire, un peu plus l'alimentation. Donc, ça suppose d'avoir des outils qui soient plus souples, puisque du coup,
De ce fait-là, nous avons des séries qui deviennent de plus en plus étroites, plus fines, puisqu'elles répondent chacune à un cahier des charges. Or, pour autant, si on veut que tout cela soit produit à un coût qui soit accessible au plus grand nombre, eh bien, ça doit passer par des outils qui sont quand même relativement gros pour écraser les charges fixes. Tout à l'heure, dans les propos introductifs de cette journée, Lionel Fontanier disait que l'industrie, c'est finalement quelque chose, une économie de coût fixe, où on va chercher des économies d'échelle pour obtenir des rendements croissants. Alors, si on part de cette définition-là, c'est vrai qu'à partir du moment où on augmente le nombre de cahiers des charges dans les produits industriels, dans les produits transformés agroalimentaires, de facto, il faut quand même pouvoir garder un volume. Et ça, c'est quand même relativement complexe, puisqu'on se rend compte qu'on est obligé d'étirer sur la chaîne de la valeur les niveaux de produits et les niveaux de prix de revient. Or, pour quand même localiser ou relocaliser, il y a déjà une base, c'est qu'il faut être efficient. Et pour être efficient, déjà, il y a une autre base, c'est qu'il ne faut pas avoir des conditions sociales, fiscales et environnementales trop déconnectées du reste du monde ou du reste de l'Europe. La deuxième condition, c'est en effet d'avoir des outils industriels, et ça a été dit tout à l'heure, qui soient des outils assez automatisés, et donc il y a une forme d'investissement supplémentaire qui doit être faite par les entreprises aujourd'hui, avec la troisième condition, la formation qui aille avec. Or, aujourd'hui, c'est vrai que nous commençons à avoir des grands besoins de formation de ressources humaines qui ont du mal à être satisfaits sur notamment les automatismes industriels. Mais ce que je voudrais dire en plus, c'est qu'à partir du moment où on localise et où on relocalise, et la meilleure relocalisation, c'est la localisation à la naissance. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. À partir du moment où on relocalise pour quelque chose. On peut relocaliser pour une assurance, que ce soit une assurance sur les conditions sanitaires, une assurance sur la supply chain, enfin sur la capacité d'approvisionnement, ou une assurance environnementale. Mais cela amène nécessairement une valeur ajoutée. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Et cette valeur ajoutée, elle amène des charges ajoutées, et cette charge ajoutée, normalement, amène aussi une marge ajoutée. Et la question, quand même, c'est que comment se distribue la valeur sur cette nouvelle chaîne? Ça, c'est une vraie question, et elle répond, cette distribution de valeur nous permet de répondre à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire l'automatisation, la formation, la rémunération du capital et la rémunération des salariés. Or, quand on regarde l'agroalimentaire aujourd'hui, on a quand même une certaine difficulté. C'est-à-dire que on a du mal, on a une demande sociétale qui nous pousse, au-delà de nos convictions propres, à aller vers plus de valeur ajoutée, vers plus de payer des charges. Mais en même temps, nous ne sommes pas du tout certains que cette valeur ajoutée puisse être une valeur reportée vers celui qui a l'usage du produit, c'est-à-dire le consommateur. Et le premier réflexe, c'est que cette valeur ajoutée et ces charges ajoutées soient plutôt une valeur reportée sur l'amont agricole, qui aujourd'hui, en France, du moins dans la politique de l'image, se retrouve bloquée. Donc, on voit que relocalisation doit correspondre, comment dirais-je, à un marché, pour nous, de payer des charges à valeur supérieure, mais avec une difficulté à reporter ces coûts vers le consommateur, sachant que le consommateur, il est aussi normalement un salarié, un citoyen, mais il décide d'abord en tant que consommateur avant de décider en tant que salarié et puis en tant que citoyen dans son acte d'achat. Là, ça, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté que nous avons, au-delà de ce report de valeur, c'est que le même outil doit pouvoir servir une alimentation plus segmentée, plus priorisée, certes en Europe, mais en même temps nous permet aujourd'hui d'exporter beaucoup. Parce qu'on dit relocalisation pour remuscler la France, la remuscler économiquement, améliorer son solde de commerce extérieur, mais aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous, par exemple, le groupe EVN, 40% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Donc, si on a une montée en gamme trop rapide pour servir les consommateurs français, et qu'en même temps, par des difficultés de longueur de série, voilà, on ne peut plus servir les métiers export, nous n'aurons plus les diviseurs de frais fixes sur nos outils, nous ne serons plus compétitifs, et donc l'ensemble va s'effondrer. Donc c'est ça l'agroalimentaire, le problème de l'agroalimentaire breton dans le moment, c'est que nous devons à la fois servir des territoires lointains, l'Asie, etc., sur, par exemple, nos protéines laitières, et en même temps avoir une montée en gamme sur des cahiers des charges différents, beaucoup plus segmentants en France. Et comment fait-on les deux dans un même outil, alors même que cet outil doit rester unique si nous voulons rester efficients?
Si on ne résout pas ce problème de valeur, on ne pourra pas résoudre le problème de réinvestissement dans l'automatisme, ni même le problème de formation et de rémunération des capitaux et de rémunération des salariés. C'est un vrai challenge. Je pense qu'on est bien parti, mais il faut du temps. Alors, donc, il ne faut pas demander des réponses trop rapides. Il faut un temps d'adaptation. Mais on l'a dit tout à l'heure, le breton sait voir à long terme, donc je suis confiant sur ce sujet. Merci Christian Couillot. Moi j'ai une question aussi pour les Côtes d'Armor. Il y a eu toutes ces difficultés, on l'a vu avec la déconfiture du groupe Alcatel, puis des fermetures d'emplois avec Nokia. Est-ce que vous croyez que la Bretagne effectivement a une carte à jouer, notamment avec le plan numérique qui vient d'être présenté par Thierry Breton? Oui, vous vous adressez. Oui, je m'adresse à vous. D'accord, très bien. Okay. Oui, alors effectivement, donc, puisque vous m'avez donné l'opportunité, je voudrais rectifier une ou deux choses auparavant, en ce qui concerne effectivement les évolutions des télécoms. Je l'ai dit un peu dans mes propos introductifs, au niveau du Trégor. En fait, le Trégor a connu ce que d'autres régions dans lesquelles les télécoms, lors de leur déploiement massif au travers le monde, puisque la France avait imposé à plus de la moitié de la planète son système fixe. En fait, le Trégor a su rebondir à chacune des secousses liées aux plans sociaux qui eux-mêmes étaient liés à la baisse de valeur ajoutée due à l'évolution des technologies et des process, et puis à l'évolution également du marché, en créant un tissu industriel de PMI. Certaines sont devenues de belles ETI, je peux les citer comme Lumibird et quelques autres. Elles ont su rebondir à partir de ces technologies ou technologies connexes. Et ça illustre véritablement des propos qui ont été à plusieurs reprises repris par mes camarades, qui est celui de la force du collectif et de la capacité des acteurs à travailler solidairement ensemble. Le Trégor, lors de cette dernière annonce qui a été faite par Nokia, de licencier 402 personnes, parce que quand il s'agit de femmes et d'hommes touchés dans leur emploi, je crois nous avons le devoir d'être précis, 402 personnes, en fait, l'ensemble des acteurs se sont mobilisés. Les acteurs politiques du territoire, de la com d'Aglo, le député de circonscription, le conseil régional, les acteurs économiques que nous sommes, et la ministre de l'Industrie elle-même s'est mobilisée, et finalement le plan social a été réduit de moitié avec 240 départs, ce qui est encore beaucoup trop. Mais dans le même temps, il y a eu un travail, une fois de plus, comme dans les années qui ont précédé, qui a consisté à faire venir de nouvelles activités sur le Trégor. Je pense au projet Bicom, alors là où on est complètement dans le numérique, puisque le projet Bicom, c'est pour l'instant à minima 90 emplois qui vont être localisés sur la plateforme de Lannion, et qui ont pour vocation de développer des usages orientés à l'industrie dans le domaine du numérique et de la cybersécurité. Je pense aussi au travail de fond qui est fait depuis très très longtemps pour convaincre un certain nombre d'entreprises à se localiser justement dans le Trégor, où on trouve à la fois une qualité de vie, alors un nombre d'associations là aussi particulièrement important, où on trouve des écoles, où on trouve une école d'ingénieurs qui d'ailleurs forme nos futurs patrons qui ensuite souhaitent rester dans le Trégor. Et donc très très concrètement, grâce à cette mobilisation de l'ensemble des acteurs, eh bien le Trégor va d'ici fin 2021, toutes choses étant égales par ailleurs, comptabiliser un solde positif au niveau de l'emploi malgré le mauvais coup de Nokia. Voilà, donc il va en sortir plus fort qu'il n'y est rentré. Alors c'est grâce bien évidemment, encore une fois, à cette volonté tout à fait singulière, culturelle des acteurs à être en capacité, quelle que soit leur sensibilité politique, que ce soit des acteurs économiques, que ce soit des institutions organisées, je pense aux fédérations industrielles ou aux chambres de commerce, à se mobiliser autour d'un même projet et de le tenir et de le porter à bras le corps.
Un petit point sur lequel j'aimerais réagir aussi par rapport aux propos de ENAF que je partage, et j'attends avec beaucoup d'impatience le résultat de l'étude Goodwill qu'il a co-commandité avec le MEDEF et d'autres partenaires. Moi, je suis pas du tout gêné par le mot industrie. C'est un mot que j'aime bien. C'est un mot dont je suis fier. J'ai bien compris les propos qui sont ceux de Loïc, mais c'est un mot que j'aime bien parce que je crois que ça fait des décennies que nous travaillons à redonner à ce mot toute sa valeur. À faire évoluer les représentations sur effectivement l'usine de Zola, et aujourd'hui nos usines, eh bien, elles sont propres, les conditions de travail sont dans pratiquement toutes nos entités de bon niveau, avec une véritable dimension sociale et managériale du bien-être de nos salariés. Zola est mort depuis très très longtemps. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est que l'industrie, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas un sillon, ça fait partie de toute une chaîne de création de valeur, avec un amont, un aval, des emplois induits. On dit qu'industrie produit, crée 3 emplois indirects pour un emploi direct. C'est difficile à vérifier, mais ça doit être à peu près l'ordre de grandeur. Donc, on fait partie d'un tout cohérent qui, effectivement, alimente jusqu'au coiffeur et au boulanger du quartier. Donc, cette solidarité, cette capacité à travailler ensemble, c'est véritablement quelque chose d'essentiel. Et puis, je voudrais terminer également, puisque vous m'avez redonné la parole, sur une autre illustration des acteurs, de cette capacité des acteurs économiques à parler ensemble. C'est la constitution, il y a un peu plus de 2 ans, du comité régional industriel breton, qui fédère l'ensemble qui fédère les fédérations, pardonnez-moi cette redondance, l'UMM, la plasturgie, la chimie, carrière et matériaux, la filière bois, le UI de industrie de CCI, et qui se mobilise sur un certain nombre de projets qui ont vocation, et plus que jamais aujourd'hui c'est d'actualité, à être portés collectivement. Et l'un de ces projets qui a démarré il y a 3 ans, c'est la Bressfab. La Bressfab qui, plutôt que chaque fédération travaille de son propre côté de façon isolée, a permis de mobiliser et de mutualiser l'ensemble de nos ressources, de nos budgets, d'être accompagné d'ailleurs par le Conseil régional et sur les volets compétences par les services de l'État en région, et de déployer des programmes, je ne rentrerai pas dans les détails, ça serait trop long, mais qui permettent en fait à l'entreprise TPI, PMI, quelle que soit sa taille, de grandir en maturité sur le chemin de l'industrie 4.0, de l'industrie du futur, qui en fait, si on veut être tout à fait pragmatique, c'est permettre aux entreprises de monter la marche d'après, quelle que soit leur situation du moment. Voilà encore un exemple de mobilisation collective des acteurs territoriaux. Merci Thierry Troèche. J'ai une ou deux questions qui arrivent de l'amphi virtuel. Comment inclut-on la prise en compte des 2 degrés de réchauffement climatique dans le sujet de la réindustrialisation? Qu'est-ce qui veut répondre? Moi, je peux dire un mot si vous voulez, mais c'est pas un sujet qui est facile et qui se résout pas à une réponse. En fait, je crois que c'est un sujet qui requiert méthode. Voilà, tout simplement. Donc, c'est de la méthode. Et malheureusement, et encore une fois, je vais dire le fond de ma pensée, c'est très difficile de faire le tri entre emploi, réchauffement climatique, bien manger, égalité homme-femme, relations nord-sud avec les pays toujours en difficulté en voie de développement. Donc aujourd'hui, il existe un certain nombre de méthodes, un certain nombre de points d'ancrage aux réflexions. Je pense aux 17 objectifs du développement durable de l'ONU, je pense à l'initiative du Global Compact, le pacte mondial de l'ONU, et je pense aussi à l'ISO 26000, qui ne répond pas directement au sujet, mais qui aide chaque organisation à prendre en compte ces sujets, priorité, et le réchauffement climatique en fait partie. Alors après, tout va dépendre de chaque entreprise, chaque industrie, chaque activité. Ma perception personnelle, c'est que l'enjeu majoritaire et prioritaire et en haut de la pile, si vous voyez un peu à quel point j'insiste sur le sujet, c'est la consommation des hydrocarbures.
Voilà, donc je pense qu'on a un vrai sujet, et donc si on veut aller vite, il faut immédiatement réduire notre consommation d'hydrocarbures et des produits dérivés, et donc il faut s'y atteler, voilà, dans tous les sens. Et il n'y a pas que le transport, on voit que c'est un sujet aussi qui concerne chaque citoyen, ce n'est pas que l'industrie. L'industrie d'une certaine façon, et là c'est une des grandes vertus de l'industrie, l'industrie est un formidable outil d'efficacité énergétique. C'est-à-dire que si chaque individu devait se déplacer, devait fabriquer ses propres produits, se chauffer, etc., on surconsommerait. Les Français consomment 3 planètes par an. Je crois que le chiffre serait même pas regardable. Donc l'industrie, c'est aussi un outil d'efficacité. Ce qui est difficile à comprendre, c'est efficacité et volume. Efficacité, volume. Comment est-ce que quand je vois un camion qui passe devant moi plein de marchandises et qui consomme du carburant pour aller à tel endroit, comment est-ce que j'arrive à me projeter et me dire que c'est efficace? Alors c'est intrinsèquement efficace, et on peut encore mieux renforcer cette efficacité. Je vous citerai un seul exemple. Les camions justement qui produisent des produits agroalimentaires bretons et qui vont nourrir, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 20 millions de Français. Ces camions quittent la Bretagne avec un taux de chargement de 50%. C'est-à-dire que les camions ne sont pas chargés à plein. Loin s'en faut, on est à peu près à la moitié du chargement des camions. Donc la première des choses, la plus urgente, c'est de remplir les camions et donc de mutualiser les logistiques. Nous avons créé à une quinzaine d'entreprises, un GIE qui s'appelle les chargeurs de la Pointe de Bretagne, qui mutualise la logistique entre la Pointe et aujourd'hui l'Est, et même au-delà de la Bretagne, le Pays de Loire, Normandie et autres régions, et pour remplir plus les camions. C'est-à-dire, on se met à 3 ou 4, une expédition, on met une palette de plus, 3 palettes de plus dans un camion. Voilà. Voilà un outil simple pour rendre ce qui est efficient encore plus efficient et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'on va taper là où ça fait le plus mal, c'est la consommation des hydrocarbures. Merci Loïc Hénaff. Alors on va se tourner vers l'amphi virtuel. Je crois qu'il y a des questions qui peuvent être posées. J'ai une question écrite de Laurent. Peut-on parler de réindustrialisation dans l'Ouest sans parler d'exportation, et donc se pencher sur les avantages comparatifs et les façons de les créer et ou de les renforcer? Qui veut répondre? Oui, Christian Couillon. La question, c'est quand on veut exporter, c'est qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte de différent, de singulier par rapport aux concurrents finalement, et par rapport à des sourcings qui viendraient d'autres pays du monde. Donc pour ce qui nous concerne, nous, pour par exemple l'industrie laitière, quand on vend notamment des protéines en Asie, ce qu'on essaye d'apporter, c'est de la sécurité alimentaire. C'est simple. Donc c'est aussi du cahier des charges, mais c'est pas le même cahier des charges que celui pour la France dont je parlais tout à l'heure, qui a des spécificités en termes de demande. Donc si on a une singularité, on peut en effet avoir plus de valeur ajoutée et donc normalement, comment dirais-je, avoir plus de capacité de résistance. Maintenant, si on est remplaçable, le pire, c'est d'être facilement remplaçable. Voilà. Donc, si on est facilement remplaçable, on tombe en effet sur la notion strictement d'avantage comparatif en termes de coût. Donc, est-ce que je suis moins cher ou est-ce que je suis plus cher? Et si on a que le prix à raconter, là, la situation elle devient quand même assez difficile pour être durable, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire dans la maison que soutenir la déflation alimentaire, c'est soutenir l'importation vers la France. Voilà. Et donc, l'inverse de l'exportation. Et donc, il faut accepter une forme d'inflation sur les cahiers des charges, d'accepter une forme d'inflation sur les coûts alimentaires pour être durable et relocalisé et localisé en France. Mais voilà, donc l'avantage comparatif, pour moi, c'est qu'est-ce que l'on apporte en termes de singularité, en termes de services supplémentaires, au-delà de l'industrie, en termes de services supplémentaires à notre client, pour pouvoir ne pas être facilement remplaçable. Ensuite, si c'est simplement une question de coût, la Bretagne a beaucoup donné dans l'industrie agroalimentaire premier prix,
dans l'exportation, on a vu ce que ça a donné, donc c'est absolument pas notre conviction. On a fait un énorme travail de transformation depuis le début des années 2000 qui est en cours, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, elle résiste beaucoup mieux. Merci Christian Couillot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. J'ai une deuxième question. Faut-il davantage de formation pour les salariés et les chômeurs, notamment pour assurer plus facilement leur accès ou leur retour vers le marché du travail et vers le secteur de l'industrie en particulier? Merci. Oui. L'enjeu de Oui, éventuellement un élément de réponse. Alors, je ne sais pas s'il faut plus de formation, il faut en tout cas de meilleures formations, davantage connectées avec les véritables besoins des entreprises et s'assurer aussi de la véritable motivation des récipiendaires de ces formations pour les propositions qui leur sont faites. Il y a bien évidemment pour les jeunes, mais on va maintenant jusqu'à 30 ans, hein, l'apprentissage et les formules en alternance, les contrats de professionnalisation qui permettent d'une manière, par l'alternance, d'une manière assez extraordinaire, d'allier, j'allais dire, des apprentissages théoriques avec une pratique en entreprise et d'intégrer les codes de l'entreprise. Donc ça, il faut qu'on continue à développer cet aspect-là. Et puis, il existe aujourd'hui de nouveaux dispositifs dont la Bretagne se saisit assez peu. Le dispositif s'appelle Transcompétences et il permet à des entreprises qui ont des difficultés d'emploi, ça peut être, je dirais, conjugué avec comment dire, du chômage partiel de longue durée, de proposer collectivement ou à plusieurs entreprises d'un même bassin d'emploi sur des activités proches, de proposer collectivement des formations qualifiantes de longue durée qui sont prises en charge. Je ne vais pas là non plus rentrer dans la mécanique et dans la chimie financière, mais par des fonds publics, pour faire simple, et qui peuvent donc effectivement massivement amener des demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont menacées ou qui risquent d'être menacées dans leur emploi et qui sont dans une dynamique de reconversion vers des formations qualifiantes de longue durée et qui coûtent peu aux entreprises qui aujourd'hui sont, on le sait bien pour beaucoup d'entre elles, assez fragilisées par la conjoncture économique. Donc oui. Merci. Oui. On a le temps pour une dernière question. Merci. Donc une dernière question. Comment intégrer les seniors 50 ans et plus, voire 40 ans et plus, dans certains métiers comme l'informatique, dans la réindustrialisation? Enjeu important qui veut répondre au moment où le débat sur les retraites va tôt ou tard ressurgir et on sait que la France n'emploie pas assez de personnes en fin de carrière. Moi, je veux bien dire un mot si vous voulez, mais je suis pas un expert de l'informatique et de l'emploi des seniors. Mais par contre, ce que je peux, et je vais raccrocher à la question précédente, ce qui me semble très important, c'est de créer une dynamique autour de l'employabilité. Cette dynamique doit être créée à la fois chez les dirigeants, c'est de la compréhension de ce que c'est que l'employabilité, et chez les salariés. Et donc, je vous donne un exemple d'une formidable expérience qui a été montée par l'ABEA, qui est l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, et tout un tas d'autres organisations, y compris les services de l'État et de Pôle emploi, qui s'appelle Agile Agro. Agile Agro est un dispositif expérimental qui a été lancé l'année dernière, pardon, l'année d'avant, à l'automne 2019, mais qui a été utilisé en 2020 pendant la crise, sur les secteurs de Châtelain, Quimper, Quimperlé, qui permet au sein d'une quinzaine d'entreprises à des salariés qui ont un contrat de travail d'aller expérimenter, découvrir d'autres métiers dans d'autres entreprises. Et pas une journée, pas une demi-journée, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc d'aller découvrir d'autres métiers, d'aller découvrir d'autres compétences nécessaires, de se dire que peut-être, oui, il y a la formation, mais l'évolution professionnelle par l'employabilité peut me permettre d'aller progresser dans mon métier dans une autre entreprise. Il ne s'agit pas de faire sortir des gens, il s'agit de créer une dynamique entrante-sortante pour que les compétences soient au bon endroit. Et si
dans le temps intermédiaire, il est nécessaire d'apporter une formation, alors elle rentre dans un parcours professionnel individualisé. Et donc, l'exemple des seniors, alors je rentre largement dans le monde des seniors désormais, et de l'informatique, ou en tout cas du numérique et appliqué à l'industrie. Ce que je vous ai exposé, c'est une façon de répondre. C'est-à-dire se dire, pas rester dans son entreprise, dans son métier, dans lequel je ne suis pas exposé à ces nouvelles technologies, mais comment je crée une dynamique au sein de l'entreprise, que je me crée en tant que salarié et que mon dirigeant crée en tant que dirigeant de l'entreprise, avec ses pairs, avec ses collègues, avec ses concurrents sur un territoire. Comment on crée cette dynamique pour que je puisse aller découvrir, me former, éventuellement sortir un temps pour une formation qualifiante, certifiante, quel que soit l'organisme formateur, pour après retourner soit dans mon entreprise, soit dans une autre. Voilà, c'est cette dynamique qui est nécessaire. Merci Loïc Hénaf. On arrive au terme de cette table ronde qui est particulièrement passionnante puisqu'elle montre que, comme l'avait dit Thierry Troesch en introduction, rien n'est naturel, tout se fait par la volonté des hommes, et on a vu au fil des interventions que l'industrie avait une carte à jouer dans l'Ouest et en Bretagne en particulier, avec ce chiffre qui a été donné avec ces 130 000 emplois à localiser ou à relocaliser, et montrer aussi que ce thème du local n'exclut pas non plus l'ouverture sur le monde, comme l'a souligné aussi, comme l'ont souligné à la fois Christian Couillot et puis Pierre Jacquet, que localiser des emplois dans l'industrie, c'est aussi rester ouvert sur le monde, c'est rester aussi attentif aux marchés qui peuvent s'ouvrir demain pour les entreprises. Donc merci donc encore à Thierry Troesch, merci à Pierre Jacquet, Loïc Hénaf et Christian Couillot d'avoir participé à cette table ronde.